Pourquoi faire une thèse? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi? Sur rien. Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce... Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur. Bonjour Jeanne. Salut Marianne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Marion Doé, doctorante en sociologie en 5e année. Marion étudie dans sa thèse la parentalité aveugle. Au micro de Thésard, nous avons parlé des pères et des mères qui sont déficients visuels et de comment ce handicap peut être appréhendé avec la notion de care, c'est-à-dire d'une forme de soin. Nous avons aussi parlé de l'expérience de Marion, qui est elle-même maman et non-voyante, de comment elle travaille avec son handicap et comment ça fait évoluer sa vie de thésarde. Au fait, vous entendrez quelques petits bruits parasites dans l'enregistrement, nous espérons que cela ne vous gênera pas trop. C'est parti! Alors je m'appelle donc Marion, j'ai 38 ans, je fais une thèse en sociologie à l'IRIS et à l'EHESS. Mais à part ça, je suis maman d'une petite fille de 8 ans. J'adore le Japon et je suis une grande fan de Prince. Très important. Est-ce que tu peux me parler un peu du sujet de ta thèse ? Alors, c'est toujours difficile d'être synthétique quand on a le nez dedans. Je travaille sur les expériences parentales de personnes qui ont un handicap visuel. C'est-à-dire que j'essaye de voir comment l'entrave corporelle, ce qu'on appelle le handicap, impacte les expériences de parentalité, indépendamment des variables, je dirais, sociologiques, que ce soit les professions, l'origine sociale. J'essaie d'extirper ce que l'entrave corporelle produit sur les expériences parentales. Et je travaille en mobilisant les éthiques du care. Les éthiques du care, alors, l'idée c'est que je sois synthétique, mais c'est donc un courant, issu des études féministes anglo-saxonnes. C'est un outil critique qui vient effectivement des États-Unis dans les années 80. Bon, pour être plus synthétique, le care, c'est en gros, c'est un terme anglophone, to care, mais ça regroupe toutes les activités qui servent à maintenir les êtres humains, les uns avec les autres, toutes les activités invisibilisées, souvent invisibilisées, ingrates, gratuites, routinières, qui permettent de produire du bien-être pour les autres. Avec l'archétype qui est la maman, celle qui va plier le linge, quand tu rentres, le repas est prêt, la chambre est propre, le goûter est glissé dans le cartable, tout ce travail invisibilisé de care, mais ça peut être l'infirmière qui va prendre soin de son malade ou l'aide-soignante. Donc ce sont globalement des valeurs à la fois morales et un travail très concret pour autrui, catégorisé comme féminin. Et en tout cas présupposé comme féminin, plutôt féminin. Du coup, les normes de care sont des normes de genre. Et en utilisant cet outil, j'essaye de voir comment les expériences de parentalité, alors en injectant quand même une bonne dose de genre, les expériences de maternité et de paternité, ces expériences de care, de soins, d'attention vers l'enfant, de rôle parental, pour aller plus vite, sont impactées par des incapacités ou d'autres capacités, parce que le handicap, ça peut être à la fois effectivement des situations concrètes d'incapacité ou des contournements de l'entrave, et j'essaye d'analyser ça. Et donc sur cette question du care, comment elle vient te faire poser des hypothèses par rapport à ce sujet-là, de la parentalité en lien avec le handicap ? En fait,
Alors, je précise que tout n'est pas résolu dans ma réflexion, mais c'est en cours normalement. Le CARE vient un petit peu... si tu veux, les études sur le CARE, en général, elles se sont d'abord principalement focalisées sur ce qu'on appelle les pourvoyeurs, les pourvoyeuses de CARE, donc les aidants, les études sur la maternité, sur tout ce travail donc, de soins. Et les personnes handicapées, dans ces travaux-là, sont principalement passives. Ce sont elles qui reçoivent les soins. Elles ne sont pas mises en lumière par les travaux sur le CARE. Et en général, le handicap est plutôt traité comme étant sujet de CARE. Et justement, je propose de renverser un peu la logique et de nous mettre au niveau des destinataires, des présupposées personnes qui reçoivent du soin, mais qui ont en fait à être actrices de CARE pour des individus, donc leurs enfants, qui sont aussi vulnérables. Et donc en fait, ça bouscule un petit peu, je crois. En tout cas, ça réinterroge les études sur le CARE qui ont pour habitude de traiter les personnes handicapées comme des objets de soins. Donc en fait, au cœur de ta thèse, il y a un premier renversement. Oui. Et il y a aussi une tension entre... je voudrais faire discuter deux écoles. C'est peut-être ambitieux, mais c'est ça. Deux écoles. En fait, donc les études sur le CARE qui à la fois, je viens de l'expliquer, traitent les personnes handicapées plutôt comme des destinataires de CARE, et qui en plus mettent en valeur les liens affectifs entre les aidants et les aidés, mettre en valeur les capacités émotionnelles véhiculées par le CARE, tandis que de l'autre côté, si on se penche sur l'héritage sociologique, en tout cas les études, les disability studies en fait, qui sont un courant très important dans la recherche sur le handicap, qui ont émergé dans les années 70, alors je vais très vite, mais qui sont un courant qui ont émancipé les personnes handicapées, puisque le handicap jusqu'alors, c'était un problème individuel, un problème corporel, physiologique qu'il fallait corriger. C'était aux personnes handicapées de se normaliser pour rejoindre le social. Et les années 70 ont proposé une vision différente. Non, le handicap serait en fait une construction sociale. La société est elle-même source de handicap par sa législation, par son architecture, par les comportements sociaux, et que le handicap en fait est un produit du collectif, produit des barrières, de tout ce que je viens de dire, et que du coup c'est à la société de faire un effort vers les personnes handicapées et non le contraire. Donc ça c'est un héritage absolument fondamental, mais qui s'est figé avec les années, et on en est venu à la fin, encore aujourd'hui, il y a des discours qui disent que le handicap n'est que social. Et ce que je voudrais... et que du coup, le handicap n'est que social, et que du coup, il faut qu'on ait aussi recours à des aidants sans émotion, justement. Les études sur le handicap mettent en valeur l'autonomie des personnes handicapées. Il faut qu'on puisse avoir des aidants sans aucune valeur sans aucun impact affectif avec eux, presque un rapport utilitaire avec les aidants, ce qui vient complètement bouleverser, ce qui est totalement à l'opposé des éthiques du CARE, qui cherchent à mettre en valeur les liens émotionnels et affectifs, aidant-aidés, tandis que le courant handicapé cherche à s'émanciper de ça. Alors moi il faut que je me positionne dans tout ça. Tout n'est pas clair, mais ce que je sais, c'est que je cherche à réinjecter de la corporéité dans mon travail. C'est pour ça que je parle dans mon travail de déficience visuelle, c'est-à-dire que je me remets au niveau de l'individu et de son corps. Je ne dénie pas la dimension sociale du handicap. Elle est installée, elle est reconnue, je la reconnais évidemment, mais néanmoins, il me semble que de par mon objet, il y a une dimension corporelle qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas dénier. Et donc dans ta thèse, il y a une perspective double, à la fois d'étudier les parents aveugles en tant qu'ils sont pris en charge et aidés, mais aussi en tant qu'ils aident leurs propres enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est exact. Alors ils aident leurs propres enfants, ils sont les parents avec effectivement ce qui se dégage. D'abord aussi, c'est avec la perspective de genre, c'est que les expériences ne sont pas tout à fait les mêmes pour la maternité que pour la paternité.
et que effectivement la charge symbolique de la maternité, c'est pas un scoop, est très chargée et que les femmes aveugles, pour aller plus vite dans la façon de présenter les choses, souffrent davantage d'un sentiment de disqualification sociale, mais aussi intime, puisqu'il y a des situations d'incapacité et qu'elles sont constamment en tension entre des présupposés d'inaptitude à la maternité. Alors des présupposés qui sont vraiment dans des interstices de la vie quotidienne, la boulangère du coin, mais ça peut venir de la maîtresse d'école ou même de son beau-père ou de son conjoint. Est-ce que tu vas être capable de faire ci ou en fait, il y a un regard social assez diffus qui présuppose que si l'enfant va pas bien ou s'il fait une bêtise, c'est toujours au prisme du handicap maternel. Il y a vraiment... et donc, elles vont fournir, et c'est ça qui est le plus saillant dans mon travail, surtout les mères, vont fournir un travail supplémentaire de normalisation des corps, d'outillage, trouver les outils techniques pour donner un biberon, donner à manger, comment est-ce qu'on se déplace avec un enfant quand on ne voit pas, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre la poussette. Donc comment on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner la scolarité d'un enfant quand on ne voit pas du tout ? Donc il y a tout un travail et un déploiement de tactiques, d'outillage, de compensation des corps pour être la bonne pourvoyeuse de care, la bonne maman pour aller vite, qui est elle-même déjà la pourvoyeuse de care, qui elle-même déjà anticipe, coordonne, répond aux besoins d'autrui. Et donc, il y a une exacerbation, finalement, des normes de care. Tandis que les papas, en fait, alors j'en ai moins déjà dans mon travail, mais j'en ai quand même, j'en ai moins, c'est curieux. Et ceux que j'ai interrogés ont tous investi davantage la sphère professionnelle comme étant un élément important de leur identité de père. Donc on est sur des rôles très clivés et très traditionnels, de normes de genre en fait. Le pourvoyeur d'argent et le pourvoyeur de care, quoi. Deux pôles bien distincts. Mmh. Et ces parents aveugles, tu les as rencontrés comment ? Eh bien, je dois dire que j'ai tout basé sur ma propre expérience. Alors, c'est pas une thèse sur ma vie, évidemment. Néanmoins, la dimension sensible, en fait, charnelle presque, en tout cas le savoir expérientiel que je possède, compose toute la base de ma méthodologie, en fait. Donc comment je les ai trouvés ? Par ma propre socialisation à la cécité, parce que comme je fais de la recherche, je connais des doctorants, parce que je suis non-voyante, je connais quelques non-voyants qui sont parents, qui ensuite ont demandé, comme beaucoup font la recherche finalement. Et c'est parti de là pour les entretiens. J'ai fait une quarantaine d'entretiens avec des mamans non-voyantes, aveugles, pour aller vite, je veux dire aveugles, des papas aveugles aussi, et également avec des professionnels d'un centre qui accompagne, le seul centre en France qui accompagne les parents handicapés. Donc, les entretiens partent de ma socialisation. Ce centre d'accompagnement, j'y suis moi-même usagère. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris mon propre parcours de mère aveugle, que j'ai tenté d'objectiver, et je suis allée... j'ai pris chacun de mes étapes de mère, de chacune de mes étapes de mère, pardon. Et ce centre, j'y suis d'ailleurs encore usagère, et c'était assez singulier de faire une enquête sociologique en étant du côté des usagers. Ça n'a pas été une mince affaire. Et j'ai également l'analyse de groupes en ligne, Facebook et Yahoo Group, même si Yahoo Group est condamné, bientôt ça va s'arrêter, de parents aveugles, groupe auquel j'appartiens bien avant que je commence par mon doctorat, auquel j'appartenais et auquel je participe en étant demandeuse de conseils ou donneuse de conseils. Et donc, j'analyse également des groupes où je suis personnellement impactée, quoi. Juste pour bien se rendre compte, c'est quoi, par exemple, les sujets où les personnes vont demander des conseils ? Il y a quoi comme type de... Il va y avoir vraiment deux
évidemment je simplifie, hein. Il va y avoir vraiment deux grandes familles de les outils. Comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment on fait pour donner le biberon à un bébé quand on voit pas, parce que c'est voilà, le bébé vous le mettez sur le côté, mais si on met le biberon face à lui, on voit pas la bouche, donc on lui met la tétine dans l'œil, le lait coule dans les yeux. Donc il faut trouver une autre façon de faire, et que aucun professionnel de la petite enfance ne connaît en fait, puisqu'il y a une façon traditionnelle de donner un biberon. Comment est-ce qu'on donne la cuillerée, les petits pots, sans lui mettre la cuillère dans l'oreille ou dans les cheveux? Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? Comment est-ce que vous faites pour lire des livres à vos enfants sans voir? Comment est-ce que il y a beaucoup de comment est-ce que vous faites pour quand ils ont 2 ans, pour marcher dans la rue, si jamais ils vous lâchent la main, pour assurer la sécurité? Et donc ce sont des passages importants dans la vie d'un parent. Alors c'est vrai que c'est plutôt sur les jeunes enfants, hein. Mais il y a aussi beaucoup de questions sur mon enfant passe au collège, comment est-ce que vous faites pour suivre les devoirs, etc. Donc beaucoup de questions pratiques. Beaucoup. Et il y a aussi des questions beaucoup plus intimes. Ça, c'est la deuxième famille. J'ai peur de faire un enfant. Toute ma famille me dit que c'est pas du tout faisable quand on est aveugle. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre les autres? La stigmatisation, ce que j'appelais la disqualification sociale, les suspicions. Et sont quand même des personnes qui souvent, plus ou moins, mais souvent quand même, ont un sentiment de mésestime d'elles-mêmes, parce que le handicap quand même... c'est pas politiquement correct de le dire, mais ça provoque un sentiment de diminution, même si c'est discutable, et on se sent moins capable, et du coup il y a des blessures, en fait, des blessures, et donc tout le monde est passé par là sur ces groupes, et tout le monde, c'est ce qu'on appelle la pair-aidance, c'est l'entraide par les pairs, c'est un petit peu comme on fait entre chercheurs, hein, la reconnaissance par les pairs, ou les alcooliques anonymes, ce sont des pairs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont passés par la même, quelles que soient les origines, et quelles que soient les métiers, les professions, etc. Mais on est passé par là. Et donc, sur ces groupes de discussion, je suis moi-même... en fait, ce sont mes pairs. C'est pas des enquêtés, c'est des pairs. Et j'analyse donc les échanges. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans tes entretiens, le fait que parfois tes enquêtés vont avoir tes pairs ou tes enquêtés vont avoir des problèmes, et toi, en tant que personne qui est passée par les mêmes phases, tu vas pouvoir les aider ou les conseiller? C'est une très bonne question, parce que c'est au cœur de mon chapitre sur la méthodologie, c'est que j'ai mis en exergue, j'essaye de mettre en lumière dans ce chapitre que j'enquête à partir de la pair-aidance, où je suis moi-même, effectivement, dans mes entretiens, en mesure, si c'est une maman qui est en difficulté pour effectivement, ça va être des choses très pratiques, ou elle se sent diminuée parce qu'elle n'arrive pas à faire ceci ou cela, à lire un bouquin pour son enfant. Je vois qu'elle s'embarque dans des trucs compliqués alors que moi je suis passée par là, et moi j'ai des réponses, et je prends l'espace de l'entretien. Je me suis même pas posé la question pour lui dire mais non, tu devrais faire comme ci, ou contacte un tel, tu devrais... je réponds à sa demande. Des fois, ils ne me demandent même pas, mais je la soutiens directement. Mais inversement, il y a bien un grand nombre d'entretiens où, en questionnant les parents, alors souvent, c'est quand même des mamans, je pense qu'il y a aussi le sexe qui a joué, le genre. Et du coup, j'ai appris énormément par mes entretiens. Et j'ai eu des réponses avant même de m'y confronter vraiment. L'entrée à l'école, par exemple, ça me stressait beaucoup, de ma fille. Mais pendant mon enquête, c'est mon enquête qui m'a permis d'aller voir des parents qui m'ont dit « Mais comment vous avez fait quand votre enfant est rentré à l'école ?» Et à la fois, la réponse est un outil d'analyse, à la fois, elle impacte ma vie. Elle a impacté ma vie personnelle. Parce que tu as pu trouver aussi des conseils pour... Absolument. C'est pour ça que je suis tentée, alors j'ai pas encore commencé vraiment la rédaction, mais le parti pris, c'est d'appeler mes pairs, en fait. Et non mes enquêtés ou des interviewés, pour remettre un petit peu l'équité entre les... Donc ça, c'est de la terminologie, mais c'est en cours. Et là, tu en es où dans ta thèse exactement? Alors, j'aime à dire que je termine ma 4e année, que le 1er novembre, je commence ma 5e. Il me reste 15 jours, quoi. Non, je plaisante. Bon, en fait, je débute ma 5e, j'ai mon comité de thèse la semaine prochaine, pour enclencher la réinscription en 5e année. D'accord. Officiellement, je suis en fin de thèse. Concrètement, je présente un plan de 40, voilà, il fait presque 50 pages mon plan, donc on est sur un gros plan, un synopsis quoi.
une ossature. Et pour la première fois, c'est assez bizarre, c'est très ambivalent parce que pour la première fois, je vois la thèse, c'est-à-dire que je la vois. J'ai des plans, j'ai des sous-parties, j'ai même des sous-sous-parties, j'ai des petits tas, des petits baies dans mes sous-sous-parties. Donc, il y a une vraie structuration. Donc oui, j'ai une vision de la thèse. Et ça m'effraie beaucoup, en fait, parce que j'ai peur de commencer à m'embourber dans la rédaction. Enfin, on sait bien quelle étape ça peut être et quelle épreuve ça peut être, d'ailleurs. Du coup, de mal écrire et tout ça. Ça me fait un peu peur, ouais. Comment les gens réagissent quand tu parles du sujet de ta thèse? Est-ce qu'il y a des a priori sur ton sujet? Non. Quand on parle du handicap, les gens sont... Alors, je parle vraiment de tous les gens. Je trouve ça chouette qu'on soit... C'est un objet quand même, voilà, le handicap. Il y a une espèce de consensus quand même. Ah, c'est intéressant. Non, j'ai plutôt un retour. Les gens ne s'exclament pas non plus, mais tout le monde trouve ça... peut-être pas surprenant, mais en tout cas digne d'intérêt. J'ai pas eu de retour négatif. C'est vrai que quand on parle des parents handicapés, finalement... Ah ouais. Alors aussi, ce qu'on peut me faire la remarque, c'est « Ah, mais c'est toi !» Du coup, j'essaie toujours de défendre mon bout de grade. C'est pas une thèse sur moi, évidemment. Après, tout dépend à qui je m'adresse aussi, mais... C'est pas une thèse sur toi, mais c'est aussi une thèse sur toi, quand même. En tout cas, je peux pas dénier la partie sensible, quoi. Alors, le tout, c'est l'écueil à éviter, c'est évidemment, de ne pas tomber... Alors, c'est quelque chose qui peut être, selon mon directeur de thèse, qui est une force, mais qui, dans d'autres sphères du monde académique, peuvent être reprochés. Donc, à moi d'être... faut que je sois béton, quoi. Donc, oui, en tout cas, je mobilise mon expérience avec un processus d'objectivation. C'est ça qui est un peu flou, quoi. Et comment c'est de faire une thèse quand on est maman? Eh bien, alors ça va parce que je ne travaille pas en plus. Si on est, j'étais salariée, plus maman, plus en thèse, donc ça serait juste pas possible. Je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Dans mon cas, je suis obligée de mobiliser le handicap, en fait, parce que c'est le cumul, j'allais dire le cumul, parce que je suis maman solo, en fait, et j'ai un handicap. Donc j'ai du mal à penser que la maternité toute seule. Tout est lié, et je m'occupe à 98% de ma fille. Donc effectivement, faut être bien organisé, faut faire des bonnes nuits. Et je grignote pas sur ma fatigue, quoi. Je veux pas travailler la nuit pour m'occuper de ma fille la journée. Je sais, je clive bien les choses. Alors j'essaie de pas travailler quand je suis avec ma fille, donc j'avais très peur pendant longtemps de prendre du retard, puisque je travaille finalement. Je travaille pas les mercredis, je m'occupe d'elle. Les samedis et le dimanche, j'ai d'autres trucs à faire aussi. J'essaie de travailler quand même un peu le soir, mais pas trop tard, et puis les jours de semaine. Donc j'ai quand même des jours de travail. Comme un salarié, quoi. Donc, ce qui me prend en fait beaucoup de temps, c'est évidemment les tâches domestiques, les tâches parentales, la thèse et, du fait du handicap, toute la logistique que ça prend, parce que je ne peux pas me déplacer comme je veux, je ne peux pas aller au boulot de manière spontanée, il faut que tout soit planifié avec une société de transport. Les courses, ça m'est pénible de les faire en canne blanche le soir quand je rentre. Donc, j'ai en fait, en termes de charge mentale, je pense que je suis bien. Mais ça va, mais c'est vrai que c'est en flux tendu, quoi. J'essaie de toujours anticiper, donc je n'arrive pas trop à me détendre, quoi. Je suis très organisée, quoi. C'est un peu militaire. J'espère que bientôt, un jour, j'aurai fini ma thèse et que je pourrai me souffler un peu, quoi. J'ai pas d'autre vie que la thèse et ma vie de maman, quoi. Mais c'est pour la science. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Et concrètement, le fait de faire une thèse avec ce handicap, qu'est-ce que ça implique pour toi? Il y a quelles difficultés qui se posent plus frontalement, auxquelles tu dois faire face? Alors, de toute façon, quand on est aveugle, le monde est
tout est compliqué, donc faire une thèse, lire un PDF, ça prend une énergie dingue, chercher faire une recherche bibliographique, ça prend une énergie dingue. Et donc, heureusement, je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais je bénéficie d'un financement CNRS fléché handicap. Donc, j'ai cette chance-là, au regard de mes difficultés, quoi. C'est que j'ai eu du matériel adapté, qui coûte très cher, et ça a été financé. Et j'ai un assistant de thèse qui travaille 11 heures par semaine pour moi. Et clairement, on sent le dispositif avec la maternité, ça, je n'aurais pas tenu, quoi. Donc voilà, typiquement, donc chercher sur Internet un truc, c'est faisable quand on ne voit pas, mais ça peut parfois être très compliqué parce que pour des histoires d'accessibilité numérique, hop, je le mets sur un document, je demande à mon assistant de chercher pour moi. Je peux déléguer sans arrêt, en fait, des tâches qui me sont coûteuses en temps et en énergie, hop, je délègue. Et finalement, je me retrouve en 5e année à être au seuil de la rédaction de la thèse et je me dis, bon, je suis pas plus en retard que certains, quoi. Oui, non, pas du tout. En fait, pas du tout. Bon, alors on verra bien ce que dit le comité, mais le dispositif a compensé, parce que le handicap, c'est une forme de désavantage. Et là, j'ai pu être ça comme un rééquilibrage, en fait. Même si je suis fatiguée, tout ça, mais c'est génial que j'ai cet assistant. Et le choix de la thèse, comment est-ce qu'il s'est fait? Comment est-ce que tu es arrivée à faire une thèse? Alors moi, j'ai un parcours pas du tout... j'étais pas du tout... j'aurais jamais pensé faire une thèse. En fait, j'ai perdu la vue. Moi, j'étais étudiante. Alors, je vais pas peut-être faire tout le parcours, mais enfin, c'est quand même important de le... J'ai perdu la vue. Moi, j'étais en maîtrise de lettres. Je suis une vieille, c'était la maîtrise à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait après? J'ai quand même fait mon DEA. Un DESS de lettres, de français langue étrangère, en étant donc fraîchement aveugle. J'ai arrêté mes études, mais j'avais quand même mon bac plus 5. J'ai travaillé dans une grosse entreprise. Après, ça m'a pas plu. Enfin, c'était une période trouble pour moi parce qu'évidemment, là, je vais vite, mais c'est une bifurcation. Comme on dit en sociologie, il a fallu réapprendre même à s'habiller sans se tromper, à servir un verre d'eau. Enfin, donc les études et le travail, ça passe à côté, quoi. Sauf que à un moment donné, j'ai repris mes études parce que j'étais fondamentalement très scolaire et que c'était de l'occupation. Et je me suis retrouvée à faire du japonais parce que j'avais envie de faire du japonais. Après du japonais, j'ai discuté avec des maîtres de conf où je me disais mais c'est bien ce qu'ils font en fait ces gens-là. Et puis ils m'ont parlé de la thèse, tout ça. Donc c'est à partir de l'âge de 26 ans, 27 ans que j'ai entendu ce mot. Enfin, j'avais déjà entendu thèse de médecine, mais sinon... Et je sais pas tout raconter, mais je suis arrivée un jour à l'EHESS. Toujours pour faire la sociologie du handicap, pour m'occuper. Puis j'ai fait mon M1, puis j'ai eu un bébé, puis j'ai fait mon M2. Et c'est là que les choses ont basculé, puisque j'ai fait mon M2 en étant jeune maman, et j'ai suivi un séminaire pour le plaisir. Alors bon, on est scolaire ou on l'est pas, donc j'ai suivi un séminaire pour mon plaisir qui s'appelait Parentalité, représentation, expérience, tout ça au pluriel, puisque j'étais donc jeune maman et que tout ça m'intéressait. Et dans ce séminaire de l'EHESS, très, très intéressant, on parlait monoparentalité, homoparentalité, sujet d'actualité, grand-parentalité, beau-parentalité, parentalité adoptive. Il y avait pluriparentalité, enfin il y avait plein de mots comme ça qui étaient émergents. Et je lève la main et je demande parce que moi je connaissais le mot handiparentalité. Rien. Et en fait, je voulais lire, je voulais me documenter. J'ai commencé à me documenter. J'ai pas trouvé grand-chose. Alors après, j'ai trouvé des choses, mais sur le coup, j'ai pas trouvé grand-chose. Personne. J'ai demandé à un sociologue du handicap, il connaissait pas trop. Et j'ai eu une intuition, puisque j'avais déjà l'œil sociologique et que j'étais prise dans mon propre parcours, où je voyais bien que c'était... il n'y avait rien, il n'y avait même pas de loi qui me soutenait, j'avais pas d'argent pour m'aider à m'équiper, il n'y avait pas de dispositif social, de politique publique. Clairement labellisé parentalité handicapée, et que j'ai rencontré des parents qui se débrouillaient et tout, et je me suis dit mais il y a un truc à faire, et c'est parti de là.
mais j'y crois. Enfin, j'étais pas sur une carrière académique comme quelqu'un qui va être chercheur, c'est évident, quoi. C'était plus une conviction, un truc à faire, quoi. J'ai un truc à dire, j'ai un truc à dire au monde. Et du coup, j'ai candidaté en thèse. Et j'ai eu un contrat CNRS. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est plus pour rigoler, quoi. Faut y aller. Et voilà. Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à l'avenir ? Oh là là, je suis prise entre deux, c'est pas là, entre deux visions, parce que à la fois, j'ai hâte de finir ma thèse, ça c'est ok, c'est pas un scoop, mais je me dis, c'est dur quand même, c'est des carrières où il faut tout le temps travailler, c'est quand même des carrières très compétitives. Il faut produire, et puis c'est pas parti pour s'améliorer, n'est-ce pas ? Donc j'ai tout de suite un sentiment d'être prise par la gorge en disant je peux pas passer ma vie à... Parce que je dois en faire plus pour tout, en fait. Et je dois faire plus, toujours plus, en fait. Les personnes handicapées font toujours plus pour faire comme les autres. Et je me dis, donc ça me stresse un peu, maître de conf, professeur d'université, maître de conférence. Je précise que je ne suis pas braillée, c'est-à-dire que quand je fais cours, je fais tout de mémoire. Alors, j'ai quand même des documents informatiques qui m'aident et tout, mais quand on écoute une synthèse vocale, on écoute la synthèse vocale d'une oreille et on parle de l'autre, ça fait comme les interprètes dans la langue étrangère, ça demande une concentration qui épuise assez rapidement. On ne peut pas faire 3 heures de cours en écoutant sans arrêt sa propre synthèse vocale et ce qu'on dit ou ce que disent les autres. Et du coup, j'ai très peur de cette fatigabilité-là. Et en même temps, voilà, donc c'est toujours et en même temps, je me dis, il faut, je suis légitime, il faut qu'il y ait des personnes handicapées, on parle de représentativité dans la sphère scientifique, il n'y a pas beaucoup de chercheurs en situation de handicap, encore moins des femmes. Et donc pour ça, j'ai envie d'y aller. Et j'ai appris qu'il y avait peut-être des postes, en tout cas des filières ou avec des aménagements par rapport au handicap. Donc, en tout cas, je pourrais pas faire carrière en faisant comme si j'avais pas de handicap, quoi. En fournissant toujours plus. Donc, j'attends la thèse pour prendre mes vacances et me projeter. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse ? Le premier qui me vient spontanément, c'est quand même quand tu obtiens le contrat, quoi. Contrat CNRS, j'étais tellement fière. Alors, il y a fléché handicap, mais ça ne veut pas dire qu'il a... Voilà, j'étais très très fière. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, ça va dans ce... Voilà, c'est la première communication que j'ai faite. Je sais pas, j'ai jamais été tellement timide à l'oral, mais de là à parler dans un amphi pendant une demi-heure avec un micro, le directeur de thèse dans la salle et tout, il y a un côté quand même stressant que tout le monde peut comprendre. Et le fait de communiquer, d'avoir un retour positif des personnes, super intéressant, machin, bon. Ça fait du bien aussi. Bon, évidemment, toujours à mettre en filigrane le côté qu'est-ce que je fais dans ce monde-là, je suis pas légitime, etc. Donc ce sont des petites réparations qui viennent un peu faire du bien au moral. Et puis dernièrement, c'était la première publication de l'article, dans son premier article. Bon, première publication, j'ai vraiment beaucoup réécrit l'article et tout, mais je présente un article, il est pris, ça, c'est ça, c'est les 3... Et bientôt la soutenance. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Et est-ce que tu pourrais me parler d'un souvenir difficile de la thèse ? Souvenir difficile, oui, j'en ai. J'ai souffert... c'était inconfortable, cette période... Alors, se faire des amis, j'allais dire, tous les contacts au labo, c'est pas quelque chose d'évident. Et on a déménagé, mon labo a déménagé, il a fallu tout réapprendre. C'est très grand, donc je croisais pas forcément toujours les mêmes personnes. Quand on voit pas, on ne sait pas qui vous parle. Donc plus je viens au labo, plus je reconnais, mais c'est pas toujours évident de dire
mais qui me parle. Enfin, il y a un côté comme ça. Alors, si je suis bien, je vais poser la question sous forme humoristique, mais il y a quand même une difficulté des relations sociales. Et quand on est un peu fatigué, un peu pas bien, bah, on va les vivre sans humour. Et quand on est bien, on peut tout à fait. Voilà, je peux aussi être très marrante et en jouer. Et ce qui m'a un petit peu chagrinée l'année dernière, c'est qu'il y a eu tous les mouvements sur la LPPR. Et ça, c'est pas en débat. Hein. Je soutiens bien sûr totalement, mais c'était pas évident parce que tout le monde allait manifester, tout le monde, je sais pas, il y avait des tracts, il fallait des documents qui passaient. J'arrivais pas à m'informer aussi vite que les autres. Je comprenais évidemment le fond de la loi, je l'ai compris tout ça, mais je pouvais pas me mobiliser physiquement comme tout le monde. Moi, les manifestations, ça me fait peur. Enfin, je me dis j'étais prise par trop de considérations logistiques et du coup, je me suis mise un peu en retrait par rapport à... Alors, on n'est pas dans le cœur de la thèse, mais on est quand même dans la socialisation qui découle de la thèse. Et donc, je me suis dit, c'est nul, tu peux pas faire comme les autres, t'es chez toi, parce que du coup, ma fille, elle sortait à l'école, il y avait des grèves à l'école ou pas, enfin... Et donc, je me suis sentie, mais de mon propre chef, c'est pas la faute des autres, mais un petit peu à l'écart, quoi. Bon, voilà, avec le confinement, tout le monde, après, ça a précipité tout le monde. Et là, j'ai décidé d'aller plus au labo pour fluidifier les relations. Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles en lien avec ton sujet à nous partager ? Donc un livre, un film, une émission ? Ben justement, je n'ai rien entendu. Alors, je pense au cinéma, aux séries ou à la littérature, au côté artistique. Après des émissions un peu débilos, dramatiques sur le courage des parents handicapés, non, je veux pas, parce que c'est très pathétique. Mais il y a rien. Enfin, plutôt, je n'ai pas trouvé d'œuvres littéraires ou de produits culturels. Mais alors. J'ai participé à un scénario, en fait, alors c'est pas une grande œuvre non plus artistique, mais c'est un téléfilm. Et j'ai participé au scénario d'un téléfilm. Alors, j'ai pas d'annonce à faire, je sais pas s'il va sortir un jour, etc. C'est pas moi la scénariste, j'ai juste donné corps au personnage principal qui est une mère qui perd la vue et qui perd la garde de sa fille alors qu'elle devient aveugle. Donc, j'ai donné des conseils sur des scènes, en fait, pour que ça paraisse vraisemblable, à côté de sa fille, sur les réactions de l'enfant, etc. Mais à part cette référence-là, qui donc n'a pas d'existence, j'ai pas de conseils. Je peux quand même faire des recommandations, mais où en fait on voit... c'est pas directement sur la parentalité handicapée, mais c'est le livre de Jacques Semelin qui s'appelle « J'arrive là où je suis étranger ». Donc Jacques Semelin, c'est un historien du CNRS qui raconte comment il devient aveugle tout en devenant chercheur. C'est pas le cœur de mon sujet. Les parents handicapés, c'est pas ça. Mais néanmoins, c'est un très beau livre sur la cécité, vraiment sur ce voyage un peu étrange. En plus, il est dans le monde universitaire, donc ça colle un petit peu avec le propos. Et en creux, en fait, on voit bien que c'est lui qui devient aveugle, comment il réinvestit son travail, sa carrière, et qu'il est père, et qu'il en parle finalement très peu dans son livre. Alors, il doit y avoir deux demi-pages, il est avec une femme voyante, et que, en fait, en creux, on se dit, mais si tu avais été une femme, en fait, est-ce que tu aurais pu avoir autant d'espace pour déployer ta carrière au CNRS ? J'ai ça comme livre qui est très bien écrit, mais qui laisse voir en creux, en fait, les questions de parentalité handicapée. Merci à Marion d'avoir discuté avec nous au micro de Thésard et pour toutes ces recommandations culturelles dont la liste est disponible dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici et n'oubliez pas de recommander l'épisode à celles et ceux que ça pourrait intéresser. Vous pouvez nous retrouver, partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter @thésard-es ou par email thésard.es@gmail.com. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite, courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.